Bonjour Jean-François. Salut Léa, bonjour à David à la technique. Alors, nous allons commencer par un petit tour d'horizon, mais avant cela, peut-être, nous allons parler des ours polaires. Oui, c'est la revue de presse de ce matin qui m'a poussé à acheter Le Figaro. Le Figaro, la survie des ours polaires menacés d'ici la fin du siècle. Alors là, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas irréversible. On peut agir pour changer encore les choses, disent les experts. Il y a encore une action déterminée de la part de toute la population planétaire pour faire que la banquise arrête de fondre et que les 25 000 ours polaires qui restent sur la surface de la Terre aient des chances de survivre. Donc attention, faut commencer à agir, faut commencer à réfléchir. Tous les jours des nouvelles alarmantes et puis on passe à côté et on dit ça me concerne pas, c'est pas mon problème à moi. Mais derrière la survie des ours polaires, il y a évidemment on joue pas au jeu stupide qui consiste à dire ah là là, tout va bien sur la planète sauf que les ours polaires commencent à disparaître. C'est que la disparition de la banquise est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Justement, l'action que l'on fait, c'est une action qui est multiple. En fait, tout est lié, n'est-ce pas, Jean-François ? Bien sûr, mais tu as tout à fait raison. Quand on parle de disparition des ours polaires, c'est lié également à la baisse de la biodiversité, c'est lié au réchauffement climatique, etc. Donc il y a tout un processus, il faut bien avoir ça en tête. L'augmentation, alors la principale mauvaise nouvelle de la montée des océans, c'est l'augmentation encore un peu plus du nombre de réfugiés climatiques qui sont, rappelons-le, on voit les crises énormes, on a entendu parler de la crise des Ouïghours, on entend parler de ce qui se passe en Syrie, on voit qu'il y a de plus en plus de conflits extrêmement durs avec énormément de victimes. Mais il y a déjà, depuis 2014, plus de réfugiés climatiques que de réfugiés politiques. Donc si on retient ça dans un coin de sa tête quand on observe les phénomènes du monde et qu'on se dit mais c'est horrible de voir 9 millions de personnes qui ont quitté leur foyer en Syrie, il faut remettre les choses en proportion et se dire mais alors au niveau climatique, il y a déjà tellement de dizaines et de dizaines de millions de réfugiés et en 2020, on a vu les premiers réfugiés climatiques de nationalité américaine, qui sont des Inuits situés très au nord, qui ont dû abandonner leur terre. Donc c'est la première fois que les Américains ont des réfugiés climatiques sur leur propre territoire. Oui, donc il y a des effets sur les humains, il y a des effets sur les animaux et sur la plantes, et sur la flore. Surtout, sur la flore. Tout est lié. Tout est lié. Alors on a décidé pour cette émission de faire une sorte de bilan et de voir les liens. Ces deux émissions. Absolument, les deux dernières de l'année. Qu'on se donne un peu de recul sur les choses. Tu te rappelles qu'il y a 5 mois, toi et moi, on a commencé à faire à étudier le rapport entre la question environnementale et la question du virus, de la pandémie Covid-19. Et on a émis un certain nombre d'hypothèses. Et si tu veux bien, je voudrais qu'on en fasse ensemble le tour d'horizon. Alors, on va peut-être rappeler le premier élément, c'est la déforestation. La déforestation qui va donner lieu à ce qu'on appelle la zoonose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, c'est simple, la zoonose. Alors, si on dit zoo, c'est l'animal. Et quand on parle de zoonose, on parle de toutes les maladies qui sont transmises par l'animal. Alors, il y a régulièrement de graves crises épidémiques qui sont liées on va prendre un exemple que tout le monde entend, la grippe aviaire. C'est une grippe qui est communiquée par les oiseaux. D'accord ? Alors, on peut considérer qu'il y a toujours eu, depuis que l'homme est homme et que l'animal est animal, des rapports entre les deux, et que l'animal a tendance à communiquer des maladies qui ne concernent pas au départ l'homme. Donc il y a effectivement énormément de maladies qui sont entrées dans les mœurs, qui sont considérées comme des choses pas si énormes que ça, pas si difficiles que ça, qu'on surmonte par des vaccins, etc. Le fait est que
cette pandémie-là, le Covid-19, on a tendance à considérer que la déforestation a un effet catastrophique parce que elle rapproche des villes des animaux qui n'ont rien à y faire. C'est-à-dire que les animaux sont faits pour rester dans leur zone d'habitat naturel, et plus on détruit la forêt, plus on va avoir tendance à voir apparaître des animaux dans des lieux qui sont pas les leurs, qui sont déplacés. Alors, ce phénomène, il est accru par la perte de biodiversité. Parce qu'effectivement, quand on supprime des habitats, il y a des animaux qui s'adaptent, puis il y a des animaux qui s'adaptent pas. Et ces animaux qui ne s'adaptent pas vont avoir tendance à disparaître. C'est un peu, j'allais dire, comme une partie de domino. La forêt baisse, la biodiversité baisse, et les virus se concentrent sur moins d'espèces, et curieusement, aussi curieux que ça puisse paraître, on peut penser complètement le contraire, que plus il y a d'animaux, plus il y a de risques. Moins il y a d'espèces existantes, plus les risques se concentrent sur les espèces qui restent, et des substrats, c'est-à-dire ce qu'on appelle substrat, ça veut dire le lieu sur lequel le virus va se fixer. Quand le substrat naturel de départ disparaît, eh bien le virus va se concentrer sur un autre substrat. Il a besoin d'exister, il cherche un substrat. Le substrat devient des espèces proches de l'homme ou l'homme. On a beaucoup parlé de pangolin. Hein. C'est pour ceux qui ne connaissaient pas les espèces animales, c'est un animal qu'on a découvert. Oui, avec ses. Ouais. Et on dit que, et également des chouettes, certains animaux renferment des tas de virus. Oui, les chauves-souris. Ça peut être plusieurs dizaines de virus. Mais des virus. Ces virus qu'ils peuvent eux-mêmes supporter, mais dès lors qu'ils ont des contacts, soit avec des animaux domestiques, ce qui se passe en cas de déforestation, parfois, ce sont des animaux domestiques qui vont à la rencontre des animaux sauvages, qui se font mordre, et finalement, ces animaux domestiques, on les côtoie beaucoup plus près, et ils peuvent transmettre à l'homme. Il y a également parfois des poulets d'élevage, hein, tout ce qui est animaux d'élevage, qui ont des contacts aussi avec ces animaux sauvages, en raison de la déforestation. On va installer tous ces centres d'élevage dans des endroits où auparavant il y avait ces grandes forêts. Et donc, ils sont au contact. Voilà, c'est ça le risque. Ils sont en contact. Ouais. Ils se transmettent les virus. Et puis lorsqu'on va finalement prendre ces animaux, les vendre sur les marchés, ce qui s'est passé sur le marché de Wuhan, voilà. Eh bien, les vendeurs manipulent l'animal. Ils peuvent très bien se frotter l'œil, par exemple, mettre le doigt dans la bouche ou n'importe quoi, et bien sûr avoir le virus. Et on est parti pour une grande pandémie. Oui, ça met quelques semaines, quelques mois. Alors, il y a un débat. Hein, on est là pour parler avec recul des situations et essayer d'en débattre très décontracté, sans avoir d'enjeu particulier. Simplement, il est clair que un certain nombre d'experts nous disent, et ils ont totalement raison, ça fait des années et des années que les Chinois, par exemple, braconnent des espèces sauvages. Ils se servent traditionnellement dans la médecine chinoise des écailles de pangolin. D'accord ? Bon, alors effectivement, on dit c'est pas nouveau, c'est pas une crise actuelle. La question est que les braconniers qui ont apporté les espèces qui sont des espèces exotiques, des espèces qui sont pas nécessairement prévues pour être consommées par l'homme, donc des pangolins et des chauves-souris, sont mis ensemble. Et ce que la chauve-souris apparemment ne pouvait pas directement transmettre à l'homme parce qu'il y a une barrière entre les espèces, elle a contaminé le pangolin, et c'est le pangolin qui a contaminé l'homme. Et alors, il faut voir comment ces braconniers mettent dans des sacs ensemble les corps des pangolins, les corps des chauves-souris, dans un mélange de sang, d'urine, de choses absolument abominables. Et c'est ça qui arrive sur le marché de Wuhan. Et c'est pour ça que le marché de Wuhan devient le lieu de la pandémie. Ouais. À cela se mêlent aussi tous les moustiques, tous les insectes qui sont là. Donc, effectivement, là, il y a une sorte de... Une espèce de bouillon de
effervescence, absolument, et qui fait que finalement ça transmet ces virus. Alors, on continue de parler de ce lien entre Covid-19 et environnement. On sait que le Covid-19, c'est une maladie qui va atteindre la respiration pour certains, pour les cas les plus graves, hein, bien sûr. Donc, le système pulmonaire, le système respiratoire qui sont atteints, et le lien avec l'environnement, plus on a de la pollution dans l'environnement, et plus la maladie est difficilement guérissable, si on peut s'exprimer ainsi. Je pense, pour expliquer, parce que ni toi ni moi ne sommes médecins, hein, donc on parle d'où on parle. Hein, on est, toi et moi, on est devenus au fil des années très engagés, très experts sur des questions environnementales, pas du tout sur des questions médicales. Donc on le rappelle parce qu'on joue pas aux faux médecins. Non, hein. mais en tout cas, on sait que la pollution peut créer. Alors, et en tout cas, ça c'est un phénomène avéré. C'est pour ça qu'on en parle, pas parce qu'on a une expertise médicale, mais parce qu'on a une expertise sur les questions environnementales, et on sait, comme tu le dis, de manière empirique, de toute façon. Mais on sait en tout cas que la pollution, qui est la cause de plusieurs millions de morts sur la planète, faut quand même pas l'oublier déjà, en soi, avant même de parler de Covid-19, la pollution est un facteur extrêmement aggravant pour l'affaiblissement des systèmes respiratoires. L'appareil respiratoire victime de la pollution est plus faible, plus vulnérable à des atteintes respiratoires. Et là, il y a un rapport, on peut monter et descendre, il y a un rapport direct entre la pollution et la pandémie. La pollution rend les gens plus vulnérables à la pandémie. Alors, il y a un autre élément que l'on peut rappeler aussi, c'est ce que nous avons vécu. Et donc, la conséquence du Covid-19, c'est ce confinement de 3 mois que nous avons vécu. Et ce confinement a eu des effets plutôt bénéfiques sur l'environnement. Alors, on va les rappeler peut-être, Jean-François. Alors, c'était incroyable. Hein. Moi, je revois ces grandes villes indiennes où on voyait à nouveau l'Himalaya, des villes indiennes où pendant des décennies et des décennies, l'espèce de frog, de brouillard permanent dû à la pollution s'était estompé. On commençait à revoir les montagnes au loin. Donc les gens ont dit mais c'est formidable. Et puis il y avait des endroits où l'homme a déserté parce qu'il était confiné. Et on a commencé à voir apparaître des petits lapins qui couraient, des canards devant des banques. Je me rappelle cette image de Haïfa où il y avait des sangliers, toute une famille de sangliers qui déboulaient dans les rues. Enfin, c'était assez incroyable. On n'a pas besoin d'aller jusque là-bas. Hein. Sur le périphérique, il y avait des canards. Oui, les canards, il y en avait beaucoup à Paris. Il y avait, dans le quartier de l'Opéra, il y avait une famille de canards qui avait élu domicile devant une banque. C'était très mignon. Ils ne rentraient pas dépenser leur argent, mais ils étaient devant la banque, en tout cas. Donc, oui, il y a eu, on s'est dit, mais c'est formidable. Une baisse de la pollution. Oui, la nature reprend ses droits. C'est ce que disait la grande phrase qu'on entendait chez les commentateurs dans les télévisions. C'est formidable. En tout cas, l'intérêt, ça a été finalement pour nous, d'observer ce qu'un petit effort peut-être, un effort peut-être mesuré peut avoir comme conséquence bénéfique. C'est aussi la preuve que on ne se bat pas pour rien dans l'environnement quand on est environnementaliste comme toi, Jean-François. Alors c'est ça qui est un petit peu incompréhensible, parce que des gens disent moi je me souviens des discussions partout, mais on respire mieux, mais c'est plus agréable, mais alors la pollution c'est pas une fatalité, on peut vaincre ça, l'air est plus respirable. Oui, mais alors maintenant, qu'est-ce qui se passe 5 mois après? Qu'est-ce qu'il y a? On a revu le taux d'ozone monter par jour de grande chaleur autour des routes et du périphérique parisien. On a revu énormément de ces phénomènes de pollution qui nous affectent, qui affectent notre vie quotidienne, qui porte atteinte à notre respiration. Donc, on ne sait pas tirer les enseignements de quelque chose. On peut pas, quand on voit qu'une amélioration est possible, se mobiliser planétairement pour dire, on a vu que c'était jouable, allons-y, lançons-nous.
Alors, je crois quand même qu'on en a tiré un peu des conclusions. Si on regarde le résultat des municipales, il y a eu quand même un petit rebond. Finalement, la majorité des électeurs a vraiment s'est dirigée vers un vote plutôt vers les écolos. Alors, il y avait aussi, rappelle-toi, il y avait la Convention citoyenne sur le climat. Oui. C'est-à-dire que le gouvernement a énormément sensibilisé la population sur les questions climatiques et ça a bénéficié aux Verts. Ouais. Mais c'est le même phénomène qu'il y avait eu avec la projection un vendredi soir, 2 jours avant les élections européennes, et les Verts sur le contingent français des élus européens ont fait un véritable tabac, un carton plein, parce que tout simplement la projection d'un film comme Home sur l'environnement avait mobilisé l'opinion sur cette question-là. Mais ce sont des épiphénomènes, c'est-à-dire qu'après le type qui a voté vert le dimanche au municipal, ça l'a pas empêché de remonter le lundi matin dans sa bagnole, reprendre la route tout seul au volant pour faire 18 km de bouchon. Ça lui pose aucun problème. Je vais me faire l'avocate du diable quand même. On est dans une période où on craint pour les transports en commun. C'est vrai. On est dans une période qui est quand même anormale, qui est anxiogène. Donc effectivement, il y a pas mal de gens qui prennent leur voiture pour cette raison. D'accord. Donc le vrai problème, c'est comment mettre en place un système de transport en commun propre et entre guillemets protecteur. C'est-à-dire que certaines mesures soient réellement prises pour favoriser le transport. Moi, j'étais dans le métro ce matin pour venir ici. Alors le port du masque, il est respecté ? Bon, ouais. Il y a des gens qui pensent que le nez doit être en dehors du masque. C'est pas compris dans le prix du masque. Donc. Alors justement, puisque on parle du masque, on va peut-être terminer sur cette problématique parce que c'est une solution et en même temps un problème, masque. C'est un problème pour l'environnement. Pour quelle raison, Jean-François ? Alors, on s'aperçoit que le gouvernement veut prendre des solutions, sur la question du plastique, une taxe plastique. Mais alors c'est quoi les masques ? C'est du plastique. Et c'est un plastique extrêmement polluant. C'est un plastique. Rien n'a été prévu pour recycler ces masques. Alors on fait un calcul rapide. Un masque chirurgical, ce qui est la grande majorité des masques que la population porte sur la planète, pas en France, sur toute la planète. C'est 95 centimes, hein. C'est 95 centimes, ça dure 4 heures. Ouais. Oh, 95 centimes, 4 heures. Il en faut 4 par jour, c'est 4 euros par jour. 4 euros par jour, tous les jours, toute l'année. C'est ridicule. Il faut s'arrêter avec ça. Il faut comprendre aujourd'hui le fait qu'on s'aperçoive qu'il y a une pollution massive au masque. Ça pose un véritable problème. Donc moi j'ai choisi une solution simple. J'ai acheté des masques israéliens qui sont traités. Ce sont des masques lavables, finalement réutilisables. Mais ils sont traités anti-virus parce qu'il y a des nanoparticules dedans. On a toutes les infos sur judaïcal.org, c'est bien ça. C'est ça, absolument. C'est une firme israélienne qui a créé ces masques. On les a reçus. On les avait reçus. Et alors, effectivement, la particularité, c'est qu'ils sont traités, donc c'est pas juste une chaussette qu'on met sur le visage. Et ça dure, et on peut les laver chaque semaine. Complexe, et on les garde 2 ans. Voilà, donc une bonne solution, et aussi pour ne pas retrouver les masques sur les trottoirs. On en trouve partout. Au pied de la radio, il y a qu'à regarder, il y a des masques jetés. Eh bien, on va continuer à parler de cela la semaine prochaine. Plaisir. Donc, le lien entre Covid-19 et environnement. Merci Jean-François, à la semaine prochaine. Les Pieds sur Terre, le magazine sur l'environnement, présenté par Jean-François Strouf et Léa.